Pourquoi mon copain refuse-t-il de mettre les pieds chez moi? Parker adorait venir à la maison, jusqu'au soir où, alors qu'il venait dîner, il a subitement refusé de passer la porte. Il a balbutié une excuse, prétextant qu'on ferait mieux de manger chez lui. Une fois arrivé chez lui, tout était parfaitement normal, mais lorsque j'ai évoqué la nécessité de repasser rapidement à la maison pour prendre mes affaires de travail, il a carrément proposé de m'en acheter de nouvelles. Il n'était ni énervé ni anxieux, il refusait juste catégoriquement d'entrer chez moi, sans la moindre hésitation. Le lendemain, il m'envoie un message disant qu'il est devant chez moi, mais quand je sors, il a garé sa voiture 3 maisons plus loin. Je lui demande pourquoi il ne se gare plus dans l'allée. Il répond simplement qu'il préfère désormais se garer dans la rue. J'ai tout tenté pour le faire revenir. J'ai téléchargé son film préféré, je l'ai sollicité pour m'aider à déplacer des meubles, mais il a préféré engager des déménageurs et n'a même pas voulu franchir le seuil. Un jour, il s'est mis à pleuvoir des cordes alors qu'il m'attendait dehors, et il a préféré rester sous la pluie plutôt que de s'abriter sous le porche. Je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose la dernière fois qu'il était venu, il a nié. Je lui ai demandé pourquoi il ne voulait plus entrer, il m'a juste dit qu'il ne pouvait plus. Quand j'ai insisté pour avoir une vraie réponse, il a lâché « Je préfère ne pas en parler ». Tout devenait compliqué. On ne pouvait plus voir Anna, ma coloc, ni profiter de la piscine. Il m'a proposé d'emménager chez lui, et quand je lui ai rappelé que mon bail courait encore 8 mois, il a proposé de payer la pénalité pour le rompre. Il avait déjà posé un acompte pour un nouvel appart sans rien me dire. Je devais comprendre ce qui clochait. Anna m'a juré que rien d'inhabituel ne s'était produit ce fameux mardi. Parker avait attendu dans le salon comme d'habitude. Elle était restée dans sa chambre, puis, en redescendant, elle l'a retrouvé assis là tranquillement. Rien d'étrange, si ce n'est qu'à mon arrivée, il a voulu partir aussitôt. Elle m'a confié qu'il avait même oublié son téléphone sur la table basse dans la précipitation et qu'elle avait dû courir dehors pour le lui rendre. J'ai vérifié les images de nos caméras ce soir-là. Parker est arrivé à 18h15, Anna lui a ouvert à 18h16, puis coupure totale de 18h18 à 18h27, 9 minutes de trou noir. Avant et après, il est assis au même endroit sur le canapé, mais son verre de vin a changé de côté et sa veste est pliée différemment. Mon voisin m'a dit avoir vu la voiture de Parker longtemps garée devant chez moi la semaine précédente, alors que j'étais au travail. Quand j'ai demandé à Parker, il a confirmé « Oui, il était bienvenu ». Le voisin a ajouté l'avoir vu faire le tour de la maison à plusieurs reprises, prendre des photos avec son téléphone et mesurer la distance entre les fenêtres. Depuis, je dormais systématiquement chez lui. Le matin, il me déposait chez moi et restait dans la voiture. Sa mère est venue lui rendre visite et a demandé à voir ma maison. Parker lui a dit que j'habitais définitivement chez lui et que ma maison était infestée de moisissures noires. Je n'en avais jamais parlé et, quand j'ai corrigé, il m'a lancé un regard glaçant. 3 semaines sont passées sans que la situation n'évolue. Notre relation était idéale sur tous les autres plans, mais il avait commencé à prendre les décisions importantes à ma place. Il avait appelé mon propriétaire en se faisant passer pour moi, histoire de résilier mon bail. Il avait fait suivre mon courrier chez lui. Il éliminait méthodiquement toutes les raisons qui auraient mal pu me pousser à retourner chez moi. J'ai fouillé l'historique de son ordinateur, des dizaines de recherches sur mon adresse, les registres fonciers, les anciens propriétaires, des articles de presse remontant jusqu'en 1890. Je l'ai menacé de le quitter s'il ne s'expliquait pas. Il m'a répondu qu'il comprendrait si je prenais cette décision, mais qu'il était incapable de me donner une explication satisfaisante. Il a dit « Je ne peux pas t'expliquer d'une manière qui aurait du sens pour toi ». Quand je lui ai demandé d'essayer quand même, il a répondu « Tu ne me croirais pas, et ce serait pire pour toi ». Je lui ai demandé si ma maison était dangereuse. Il a nié. J'ai demandé si quelque chose de grave arriverait s'il entrait. Il a répondu non. Je lui ai demandé s'il avait peur. Il a dit que ce n'était pas le bon mot. Je lui ai demandé quel mot conviendrait. Il a réfléchi longuement puis a fini par lâcher « incompatible ». Ensuite, Parker m'a demandé en mariage, mais il a tout de suite précisé qu'il faudrait d'abord vendre la maison. Comme je refusais de la vendre, il a rangé la bague. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui vivait là. J'ai rétorqué que je n'y habitais plus, puisque je passais tout mon temps chez lui. Il a répondu que ça ne suffisait pas, que la maison devait réellement appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai demandé pourquoi. Il a dit « parce que ce serait alors leur problème ». J'ai exigé de savoir ce qui s'était passé pendant les 9 minutes de coupure sur la caméra. Il a juré qu'il ne s'était rien passé. J'ai insisté en lui disant que, vu son attitude, il s'était forcément passé quelque chose. Il m'a demandé « quelle attitude ?» comme si tout était normal pour lui. Puis il a fini par m'avouer qu'il était retourné chez moi plusieurs fois pendant que j'étais au travail. Il restait dans le jardin, sur le porche, regardait par les fenêtres. Il avait passé des heures à examiner la maison sous tous les angles, à mesurer les murs extérieurs et à comparer avec les plans cadastraux. Il y avait une pièce en trop qui ne devrait pas exister. Je lui ai demandé pourquoi il continuait de venir s'il refusait d'entrer. Il m'a répondu qu'il essayait de comprendre quelque chose. Quand j'ai voulu savoir quoi, il a dit « Pourquoi toi, tu peux encore y vivre ?» Il a expliqué que d'autres gens avaient habité là sans souci, mais que ça ne voulait pas dire que tout allait bien. Plus tard, j'ai retrouvé un mot griffonné de sa main, sans doute tombé de sa poche. Une liste de dates et d'heures remontant à plusieurs mois avant notre rencontre. À côté de la dernière date, il y avait mon adresse et un seul mot, confirmé. J'ai retourné ce papier dans tous les sens, les mains tremblantes, tentant de comprendre ce que signifiaient ces dates qui remontaient à 8 mois, avant même que Parker et moi nous soyons rencontrés sur l'appli de rencontre. C'était bien son écriture, reconnaissable entre mille, avec cette manie étrange de barrer ses 7.
Il y avait au moins 20 adresses différentes rayées avant que la mienne n'apparaisse tout en bas de la page. J'ai saisi mon téléphone et j'ai remonté nos messages jusqu'à notre tout premier échange. Il m'avait proposé qu'on aille boire un café, prétextant avoir remarqué qu'on aimait le même groupe obscur et qu'on pourrait aller les voir en concert. J'ai senti mon estomac se nouer en réalisant qu'il savait sans doute déjà où j'habitais quand il m'a envoyé ce message. Je l'ai retrouvé dans la cuisine, affairé à préparer le dîner comme si de rien n'était, en train de fredonner tout en remuant la sauce des pâtes, et lorsque j'ai posé la note sur le plan de travail à côté de lui, il s'est figé net. Son visage s'est vidé de toute couleur si rapidement que j'ai cru qu'il allait tourner de l'œil. Il a tendu la main vers le papier, mais je l'ai retiré avant qu'il ne l'attrape. Il a ouvert la bouche, l'a refermée comme un poisson hors de l'eau, puis a essayé de s'emparer de la note à nouveau, mais j'ai reculé dans le salon en la tenant hors de portée. Pourquoi tu suivais mon adresse avant même qu'on se connaisse? Ses yeux passaient sans cesse de mon visage à la feuille. Ses mains s'agitaient nerveusement le long de son corps. Il a marmonné quelque chose sur des recherches et des forums, et je lui ai dit de parler plus fort, que vu tous ces mensonges, j'avais droit à de vraies explications. C'est là qu'il a tout déballé d'un coup. Depuis 3 ans, il traînait sur des groupes en ligne à étudier des maisons qui, pour certaines personnes, provoquèrent des réactions physiques ou émotionnelles bizarres, alors que d'autres n'y ressentaient rien du tout. Il avait fait toute une carte de ces maisons dans la ville, les visitait pour tester ses propres réactions, et la mienne était la 23e de sa liste. Ce qui m'a le plus glacé, c'est quand il a admis que notre rencontre n'avait rien d'un hasard, qu'il avait expressément voulu observer quelqu'un capable de vivre sans souci dans une de ces maisons, comme si j'étais une souris de laboratoire dans sa petite expérience. J'ai eu les jambes coupées, obligée de m'asseoir sur le canapé pendant qu'il continuait avec ses histoires de sensibilité électromagnétique, d'anomalies spatiales et de gens qui ne ressentaient pas les mêmes choses selon les lieux. Je me suis relevée et je lui ai dit qu'il me fallait du temps pour digérer cette trahison monumentale, que toute notre histoire n'était qu'un prétexte pour m'étudier comme un vulgaire sujet d'observation. Il a tenté de me suivre jusqu'à la porte, mais j'ai attrapé mon sac et mes clés, les bousculé et je suis partie, sourde à ses supplications pour pouvoir s'expliquer encore. Pour la première fois depuis 3 semaines, je suis rentrée chez moi seule, au volant de ma voiture, les doigts crispés sur le volant à m'en blanchir les jointures. Le trajet familier jusqu'à mon quartier avait un goût étrange, amer, à l'idée que Parker avait déjà arpenté ces rues bien avant de me rencontrer, à prendre des notes sur ma maison, à préparer tout ça. Anna a failli faire tomber son verre de vin quand elle m'a vue rentrer seule. Elle ne s'attendait pas à me voir débarquer ainsi. Ça n'était pas arrivé depuis des lustres. Je lui ai tout raconté d'un bloc. La note, les forums, les recherches, comment Parker m'avait choisi juste parce que j'habitais là. Son visage est passé par toutes les expressions possibles, pour finir sur un mélange de dégoût et d'inquiétude qui reflétait parfaitement ce que je ressentais. Elle m'a servi un verre et on s'est posé sur le canapé, à la même place où Parker s'asseyait d'habitude, toutes les deux à observer la pièce, dans l'espoir de deviner ce qui l'avait tant troublé. Anna a proposé qu'on mène notre propre enquête sur la maison, sans se laisser embrouiller par les théories fumeuses de Parker. Cette nuit-là, je me suis enfin glissée dans mon lit, la couette remontée jusqu'au menton, à attendre je ne savais quoi. Je suis restée à l'affût du moindre bruit, du moindre craquement, cherchant cette sensation étrange dont Parker parlait. Mais rien, juste les bruits habituels de la maison, Anna qui bougeait dans sa chambre et les voitures qui passèrent dans la rue. J'ai dormi d'une traite, sans cauchemar ni sensation bizarre, et je me suis réveillée le lendemain matin avec la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre, comme d'habitude. J'ai préparé un café et je me suis installée à la table avec mon ordinateur, à consulter tous les sites de cadastre que Parker avait explorés d'après son historique. La maison datait de 1892 et avait changé 16 fois de propriétaire, ce qui m'a semblé énorme, et je suis tombée sur 3 articles de journaux, chacun d'une époque différente, qui rapportèrent des incidents étranges. En 1934, une famille avait quitté les lieux après 2 mois à cause de phénomènes inexpliqués. En 1967, un locataire était persuadé que quelqu'un vivait dans les murs, et il y avait aussi, en 1988, un couple qui avait abandonné la maison en plein bail. Aucun article n'entrait dans les détails, ni ne donnait de preuves, seulement de vagues allusions à des plaintes et des départs précipités. J'ai pris mon téléphone pour appeler mon propriétaire, essayant d'adopter un ton détendu en lui demandant s'il y avait déjà eu des travaux ou des modifications dans la maison. Instantanément, il s'est montré méfiant, a voulu savoir pourquoi je posais toutes ces questions et si je comptais casser mon bail, exactement comme Parker avait essayé de le faire en se faisant passer pour moi. J'ai insisté sur l'historique, mais il s'est emporté, affirmant que tout était aux normes et qu'il garderait ma caution si je partais avant la fin du contrat. Après avoir raccroché, Anna est descendue et on a passé l'après-midi à mesurer chaque pièce avec 1 mètre ruban pour vérifier l'histoire de Parker sur une pièce cachée. On a fait le tour des murs extérieurs, puis chaque pièce à l'intérieur, et effectivement, il manquait environ 1 mètre près du salon, juste derrière les étagères encastrées. Anna a passé ses mains sur les étagères pendant que je scrutais derrière avec une lampe torche, toutes les deux à la recherche du moindre indice de porte secrète. Plus tard, je me suis connectée au système de sécurité pour télécharger toutes les vidéos enregistrées, pas seulement celles du soir où Parker était parti, mais aussi toutes celles des mois précédents. Le téléchargement a été interminable, mais quand j'ai enfin pu regarder les images, j'y ai trouvé exactement ce que je redoutais. On voyait clairement des coupures dans les enregistrements, toujours de 9 minutes, entre 18h18 et 18h27,
toutes les 2 ou 3 semaines, sans qu'aucun schéma ne saute aux yeux. Le lendemain matin, j'ai attrapé mon ordinateur portable et cherché le numéro du service d'urbanisme de la mairie, en me disant que les plans officiels pourraient peut-être révéler ce que Parker affirmait inexistant. La standardiste m'a passé à Ellen Rhodes, au service des archives, à qui j'ai expliqué que j'avais besoin des plans d'origine de la maison que je louais. Ellen a tout de suite été à l'écoute, en précisant que les vieilles maisons avaient souvent connu des modifications non répertoriées, surtout celles construites avant les normes actuelles. Elle m'a assuré qu'elle réunirait tout ce qu'ils avaient en archives et que je pourrais venir récupérer le dossier dans l'après-midi. Arrivée à la mairie, j'ai trouvé Ellen, qui avait déjà préparé tout un dossier, étalé sur son bureau des papiers jaunis, me montrant différents symboles, tampons et annotations. Elle a suivi du doigt le plan initial de 1892, puis a sorti un document de 1923 qui a aussitôt retenu son attention, un permis pour ce qu'ils appelaient un vide technique, censé servir temporairement à l'accès pour la maintenance, mais sans aucune mention d'une fermeture officielle. L'emplacement indiqué sur ce permis correspondait exactement à l'espace d'1 mètre qu'Anna et moi avions repéré près des étagères du salon. Hélène a fait des copies de tous les documents importants, entourant ce qu'il fallait, et m'a conseillé de faire appel à un professionnel si je soupçonnais des travaux non déclarés. Une fois rentrée, j'ai commencé à chercher en ligne un diagnostiqueur immobilier agréé. Il y en avait une multitude, mais j'ai choisi Maxwell Shepard, très bien noté et spécialisé dans les anciennes maisons. Je l'ai appelé dans l'après-midi et fixé un rendez-vous pour 2 jours plus tard, sans entrer dans les détails, me contentant de demander un contrôle complet pour avoir l'esprit tranquille. Mon téléphone, lui, n'arrêtait pas de vibrer. Parker m'envoyait des messages de plus en plus paniqués, me suppliant de quitter la maison immédiatement, d'aller ailleurs, répétant avec insistance que je ne comprenais pas ce à quoi j'étais confrontée. Je l'ai mis en silencieux pour me concentrer sur la préparation de l'inspection. Maxwell est arrivé pile à l'heure, les bras chargés de matériel, dont une caméra thermique. Il a commencé par le salon et, en quelques instants, montrait déjà à l'écran des variations de température derrière les étagères intégrées. Le mur, à cet endroit, était bien plus froid, ce qui indiquait sans doute un espace vide derrière. Il a sorti un détecteur de montant, traçant des repères au crayon tout en inspectant minutieusement les étagères. Du bout des doigts, il a senti quelque chose près du bord et m'a appelé pour confirmer. On distinguait de minuscules interstices révélant la présence de charnières, repeintes de nombreuses fois mais encore visibles à l'œil averti. Il a pris une lampe torche plus puissante et a repéré ce qui ressemblait à des fermetures magnétiques dissimulées derrière la moulure. Il a reculé, me demandant s'il devait tenter d'ouvrir, mais a suggéré d'attendre des témoins pour constater la découverte. J'ai appelé Anna, qui était à l'étage, puis Hélène à la mairie pour voir si elle pouvait venir officialiser la découverte pour les archives. En attendant qu'elles arrivent, Maxwell a pris des photos sous tous les angles du panneau encore fermé, mesurant les dimensions et notant la présence des charnières cachées dans son rapport. Anna est descendue la première, visiblement nerveuse, mais avide de comprendre, et Hélène est arrivée une vingtaine de minutes plus tard, armée de son appareil photo et de formulaires officiels. Une fois tout le monde réuni dans le salon, Maxwell a enfilé des gants et a délicatement passé ses doigts sous le bord du panneau. Les fermetures magnétiques ont cédé dans un petit bruit sec, et l'ensemble s'est ouvert en douceur sur des charnières invisibles. Derrière, un espace étroit d'environ 1 mètre de large filait tout le long du mur, exactement comme sur le permis de 1923. Maxwell a braqué sa lampe à l'intérieur, et nous nous sommes tous penchés pour regarder. Il y avait des couvertures vieillies et des oreillers disposés comme un lit de fortune, des bouteilles d'eau vides alignées contre le mur, des emballages alimentaires éparpillés au sol. Quelqu'un avait vécu ici. Anna m'a serré le bras si fort que j'en ai eu mal, pendant qu'Hélène photographiait tout et prenait des notes sur sa tablette. Maxwell a attrapé une des bouteilles avec une pince et nous l'a montrée. C'était une marque vendue à notre supermarché, avec une date de péremption récente. Il a promené sa lumière sur le sol et a repéré un petit objet électronique dans un coin. Toujours avec la pince, il a ramassé ce qui ressemblait à un petit boîtier noir avec une antenne, l'a examiné, puis nous a montré l'étiquette « Wi-Fi Daughter » avec des caractéristiques techniques inscrites dessous. Il a expliqué que cet appareil pouvait brouiller les signaux sans fil, y compris ceux des caméras de surveillance, ce qui expliquait précisément nos coupures de 9 minutes. Quelqu'un s'en servait pour circuler sans être vu, en désactivant nos caméras à 18h18 pile, puis en les réactivant à 18h27. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone pour appeler le 17, tandis qu'Hélène notait les infractions sur ses formulaires et que Maxwell photographiait le moindre détail. L'opératrice m'a assuré que des agents seraient là dans les 10 minutes et m'a conseillé de ne plus toucher à rien. Maxwell a continué d'éclairer l'intérieur du vide et a remarqué quelque chose en profondeur. Une autre ouverture, plus petite que le panneau principal, qui semblait mener ailleurs. Nous sommes sortis pour inspecter le mur extérieur et Maxwell a finalement repéré ce qu'on cherchait, parfaitement camouflé dans le bardage de la maison. À moins de savoir exactement où regarder, la trappe d'accès était totalement invisible, se fondant dans la peinture et la texture du mur. Maxwell a pris d'autres photos, pendant que, la voix mal assurée, j'appelais à nouveau le 17 pour signaler la découverte d'un espace de vie caché dans nos murs. L'opératrice nous a répété que les agents arriveraient dans une dizaine de minutes et nous a demandé de ne plus rien toucher, ni de retourner dans la cavité. Anna me serrait le bras à m'en faire mal, fixant la trappe dissimulée comme si elle allait s'ouvrir d'une seconde à l'autre. Hélène, elle, continuait à pianoter sur sa tablette,
notant les infractions au code du bâtiment et les problèmes de permis, tout en marmonnant à propos des responsabilités encourues. On attendait tous sur la pelouse, aucun de nous n'ayant le courage de remettre les pieds à l'intérieur, avec cette certitude glaçante, quelqu'un avait vécu là, juste à côté de nous. 2 voitures de police ont débarqué 8 minutes plus tard. Les agents se sont aussitôt occupés de nos dépositions, nous demandant à quel moment on avait découvert cet espace et si on avait remarqué la disparition d'objets. Je leur ai montré sur mon téléphone les coupures dans les vidéos de surveillance, pendant que Maxwell expliquait l'histoire de l'appareil Wi-Fi qu'il avait trouvé. Les policiers ont enfilé leurs gants, sont allés inspecter la cavité et ont placé l'appareil ainsi que plusieurs objets sous scellés pour relever les empreintes. Un agent est revenu nous voir et nous a expliqué que ce phénomène s'appelait du frogging. Des personnes qui vivent en douce chez les autres, à l'insu des propriétaires. Il a précisé que ce genre d'affaires était de plus en plus courant, surtout dans les maisons anciennes, pleines de recoins dont personne ne soupçonne l'existence. Ils ont tout photographié et relevé les empreintes sur les bouteilles d'eau et les emballages, tandis que nous restions plantés dehors à observer la scène. C'est à ce moment-là que la voiture de Parker a déboulé dans la rue à toute vitesse pour s'arrêter en travers, 3 maisons plus loin. Il nous a quasiment rejoints en courant, le visage livide et les mains tremblantes, s'immobilisant juste devant le ruban de police. J'ai entendu les sirènes et le voisin m'a envoyé un message, a-t-il lancé, jetant des regards inquiets tour à tour aux agents et à moi. Tout son corps était tendu, mais pour la première fois depuis des semaines, il avait franchi le seuil de la propriété, figé sur ma pelouse. L'agent lui a demandé qui il était. J'ai expliqué que c'était mon compagnon, tandis que Parker fixait la porte d'entrée ouverte, visiblement en proie à un débat intérieur. Soudain, il a craqué, les larmes coulant sur ses joues, et il a avoué qu'il soupçonnait depuis un moment que quelqu'un vivait dans les murs. Je l'ai senti, cette nuit-là, quand les caméras se sont coupées. L'ambiance électromagnétique de la maison était étrange. Il a raconté qu'il avait passé des mois à fouiller sur Internet des cas similaires, découvrant des schémas récurrents dans les vieilles maisons où des gens avaient aménagé des cachettes. L'agent semblait sceptique, mais Parker a sorti son téléphone pour lui montrer des captures d'écran de forums sur la sensibilité électromagnétique. Il expliquait que certaines personnes détectaient la présence de ce genre d'appareil dans l'espace, et que cela pouvait les mettre physiquement mal à l'aise. C'est pour ça que je parlais d'incompatibilité. Mon corps ne supportait littéralement pas ces interférences. Il avait même recensé des cas un peu partout en ville, essayant de comprendre pourquoi certaines maisons lui paraissaient étranges et d'autres non. Le détective est alors arrivé, prenant le relais de l'enquête, tout en écoutant Parker expliquer ses théories et en consultant les sacs de preuves. Anna, quant à elle, avait trouvé refuge dans sa voiture, trop bouleversée pour rester, déjà en train d'écrire à ses amis pour trouver où dormir. Le téléphone du détective a sonné. Il s'est éloigné pour répondre, puis il est revenu, le visage grave. On a identifié les empreintes, nous a-t-il annoncé en nous regardant un à un. Cette personne est connue dans le coin pour ce genre de délit. Il nous a expliqué qu'elle ciblait les vieilles maisons avec des éléments d'origine, susceptibles de cacher des espaces vides comme le nôtre. Ce suspect procédait ainsi depuis des années, passant d'une maison à l'autre, vivant dans les murs pendant que les familles menèrent leur vie sans se douter de rien. J'ai eu la nausée en repensant à toutes ces nuits passées seule dans ma chambre, alors que quelqu'un vivait à quelques centimètres derrière le mur. Mes mains tremblaient, et j'avais une furieuse envie de hurler sur Parker de ne pas m'avoir parlé de ses soupçons plus tôt, au lieu d'agir bizarrement des semaines durant. Il tentait de m'expliquer qu'il ne savait pas comment aborder le sujet sans passer pour un fou, que personne ne l'aurait cru quand il parlait de ressentir les champs électromagnétiques. Ma colère se mêlait à un profond sentiment de violation et à la peur. Impossible de réfléchir sereinement à la suite. C'est à ce moment-là que le pick-up de mon propriétaire a déboulé dans l'allée. Il en est sorti visiblement paniqué en découvrant les voitures de police et s'est mis à crier au scandale, exigeant qu'on lui explique ce que j'avais fait à sa maison en désignant la trappe ouverte. Hélène n'a pas hésité une seconde. Elle s'est avancée avec son dossier, le remettant instantanément à sa place en lui montrant les documents attestant que l'espace existait bien avant l'achat de la maison. Elle avait même retrouvé des permis datant de 1923, prouvant que l'espace vide n'avait rien de nouveau et qu'il n'avait pas pris la peine de faire les vérifications nécessaires lors de la vente. Le propriétaire est devenu rouge, comme une tomate, en réalisant qu'il avait loué une maison où vivait un inconnu dans les murs. J'ai sauté sur l'occasion pour lui dire que je comptais rompre le bail sur le champ et sans pénalité, au vu des problèmes de sécurité. Il a commencé à protester, mais Hélène lui a rappelé les infractions au code et les risques de poursuite s'il traînait les pieds. Il a fini par céder en quelques minutes, sortant son téléphone pour appeler son avocat au sujet des papiers, tout en maugréant sur les déclarations d'assurance. J'ai alors demandé à Hélène les coordonnées d'une association de défense des locataires et elle m'a donné la carte de Cyrus Douglas. Je l'ai appelé tout de suite et lui ai tout expliqué, y compris le transfert de courrier non autorisé par Parker et ses tentatives de casser mon bail. Cyrus m'a assuré qu'il m'aiderait à tout documenter et à engager les démarches nécessaires pour me protéger juridiquement. Il voulait aussi évoquer avec moi les comportements contrôlants de Parker, même si ses intentions étaient bienveillantes. Grâce au message d'Anna, des amis sont arrivés rapidement pour m'aider à faire mes cartons et quitter la maison sans attendre. Maxwell a sorti ses outils et s'est mis à condamner les 2 accès à l'espace vide, pendant que la police renforçait les patrouilles dans le quartier. Ils inspectaient d'autres maisons anciennes pour repérer d'éventuelles modifications similaires et avertissaient les riverains des signes à surveiller. Parker s'est installé sur le trottoir et a couché sur papier tout le parcours de ses recherches, retraçant ses démarches, ses adresses passées
passées au crible avant la mienne, chaque message de forum qu'il avait déniché, chaque plan repéré au fil des années. On voyait bien qu'il était obsédé par cette histoire bien avant notre rencontre, traquant ses affaires comme un vrai détective. Il m'a montré des dates remontant à 5 ans, avec des adresses un peu partout en ville, où il avait ressenti la même étrangeté. Mon téléphone a alors vibré, numéro inconnu. En décrochant, une femme s'est présentée. Je m'appelle Siobhan Lancaster. J'habitais ici il y a 5 ans. Elle avait vu les reportages sur notre maison et tenait à confirmer qu'elle avait, elle aussi, vécu exactement les mêmes phénomènes. De la nourriture disparaissait. Elle retrouvait ses affaires déplacées en rentrant du travail. Des bruits l'inquiétaient la nuit. Et malgré plusieurs plaintes aux propriétaires, tout le monde la traitait de parano. Le détective a pris sa déposition en haut-parleur, ajoutant son témoignage au dossier déjà bien rempli sur notre maison. 2 jours plus tard, l'affaire a pris de l'ampleur. La police a découvert des recoins similaires dans 4 autres maisons de notre rue. L'intrus passait de l'une à l'autre selon un circuit bien rodé, ce qui expliquait pourquoi les coupures de caméra n'avaient lieu que toutes les quelques semaines, jamais tous les jours. Il restait quelques jours dans une maison, puis filait à la suivante, comme selon un étrange roulement. Anna et moi avons alors passé le week-end à visiter des appartements, et on a finalement trouvé un immeuble moderne en plein centre, protégé par badge et vidéosurveillance. On n'a pas hésité, on a signé le bail dans la foulée, incapable d'envisager une nuit de plus dans cette maison, après tout ce qu'on venait de découvrir. L'appartement, lui, n'avait ni recoin suspect, ni modification bizarre, tout correspondait exactement au plan. On a déménagé nos affaires alors que l'enquête se poursuivait, et j'ai ressenti un immense soulagement en quittant enfin cet endroit. Parker nous a donné un coup de main pour les cartons, mais je n'arrivais presque plus à le regarder après ce qu'il m'avait caché. Une fois installé, j'ai fini par le confronter à propos des mensonges racontés à sa mère sur la prétendue moisissure. Il a reconnu avoir paniqué quand elle lui avait posé des questions sur ma maison, ne sachant pas comment expliquer son refus d'y entrer sans passer pour un fou. Il a avoué qu'inventer une histoire de moisissure lui avait paru bien plus simple que d'admettre ses soupçons sur une présence cachée dans les murs. Je lui ai dit franchement que ses mensonges et ses manières de tout contrôler avaient bien plus abîmé notre relation que n'importe quel réel danger. Cyrus m'a aidé à rédiger une liste d'exigences claires si Parker voulait espérer regagner ma confiance. Il devait entamer une thérapie sans attendre pour gérer son obsession des enquêtes et sa tendance à imposer ses décisions. Il fallait qu'il arrête de vouloir tout contrôler et apprenne à exprimer ce qui le tracassait au lieu d'agir derrière mon dos. J'ai tout consigné dans un document officiel et fait signer Parker, histoire qu'il comprenne bien que ces conditions ne se discuteraient pas. 3 jours plus tard, la police a rappelé, ils venirent d'arrêter le suspect, pris sur le fait alors qu'il essayait d'entrer dans une autre maison 2 rues plus loin. Il utilisait le même procédé de panneau magnétique. Ils l'ont chopé alors qu'il rampait par une entrée dissimulée. Cet homme vivait ainsi depuis 6 ans, allant de maison en maison, survivant grâce à ce qu'il volait en nourriture et en eau. Mon propriétaire a écopé d'amendes salées pour toutes les infractions relevées par Hélène pendant l'enquête, obligé ensuite de faire appel à des professionnels pour condamner définitivement l'espace vide et remettre la maison aux normes. Hélène a veillé à ce que tous les permis soient déposés dans les règles, pour que les prochains locataires soient enfin tranquilles. Elle a même inspecté les travaux elle-même pour vérifier que l'espace était bien inaccessible et enregistré officiellement. Parker a commencé une thérapie 2 fois par semaine et s'est rendu compte à quel point son besoin d'enquêter sur tout avait viré à l'obsession. Il a transmis toutes ses recherches à la police, ce qui leur a permis d'identifier 3 autres espaces vides occupés et de mettre leurs occupants à l'abri. De mon côté, je suis allée déposer une plainte officielle à la poste concernant la redirection de mon courrier sans autorisation, avec tous les documents que Cyrus m'avait aidé à préparer. L'inspecteur m'a expliqué que Parker pouvait éviter les poursuites fédérales s'il suivait un programme de réinsertion et effectuait des travaux d'intérêt général. Je trouvais ça juste. Il y avait des conséquences, mais ça ne détruisait pas sa vie, car il avait agi pour nous protéger, même si ses méthodes étaient injustifiables. Avec Anna, on a pris l'habitude, dans notre nouvel appartement, de faire un tour chaque soir pour vérifier que tout était bien fermé avant d'aller dormir. 3 semaines après le déménagement, j'ai enfin réussi à dormir une nuit entière sans me réveiller pour vérifier les portes. Anna m'a confié qu'elle dormait mieux elle aussi, et pour la première fois, on avait l'impression de pouvoir vraiment se détendre chez nous. L'ancienne maison a fini par être louée à un jeune couple au courant de toute l'histoire, mais ça ne les inquiétait pas. Ils ont installé des systèmes de sécurité supplémentaires et assuré aux propriétaires qu'ils se sentaient parfaitement sereins après les rénovations. Parker a poursuivi sa thérapie et a commencé à comprendre peu à peu les schémas de son enfance qui le poussaient à tout contrôler. Son thérapeute l'a aidé à relier ce besoin à l'époque du divorce de ses parents et à un cambriolage dont il avait été témoin enfant, ce qui avait déclenché chez lui cette obsession de prévenir tous les dangers. Il a commencé à parler plus franchement de ses séances et semblait déterminé à changer. La Poste a confirmé qu'il respectait bien son programme de réinsertion et participait à toutes les réunions concernant le respect du courrier d'autrui. J'ai commencé à me dire qu'on pourrait peut-être s'en sortir, à condition qu'il continue vraiment sur cette voie. La copine d'Anna venait d'ailleurs plus souvent désormais qu'on vivait dans un endroit sûr, et elles semblaient vraiment heureuses ensemble. On recevait enfin des amis à dîner, et l'on profitait pleinement de notre appartement, sans être constamment sur le qui-vive, ni se demander si quelque chose se cachait derrière les cloisons.
2 semaines plus tard, je patientais dans la salle d'attente pendant que Parker voyait pour la 3e fois du mois son thérapeute, qui avait proposé que je rejoigne les 15 dernières minutes de chaque séance afin que nous puissions apprendre à discuter sans que Parker se referme ou cherche à tout maîtriser. La première fois a été rude. Parker évitait mon regard, les yeux rivés sur le sol, en tentant d'expliquer pourquoi il avait voulu résilier mon bail sans m'en parler. Le thérapeute a dû s'y reprendre à 3 reprises pour qu'il daigne vraiment répondre à mes questions, au lieu de contourner le sujet. Arrivé à la 4e séance, Parker a enfin pu me dire franchement ce qui le tracassait, au lieu de manigancer dans mon dos pour régler les choses à sa façon. On avait des exercices à faire chez nous. Parker devait désormais me confier ses angoisses par message plutôt que de passer des heures à mener ses propres enquêtes en ligne. Et de mon côté, il fallait que je prenne ses inquiétudes au sérieux sans les minimiser. On s'entraînait même à se disputer sans qu'il ne tente de fuir ou de détourner la conversation. Cette même semaine, le détective m'a appelé pour m'annoncer que, grâce aux notes remises par Parker, ils avaient découvert 6 autres maisons anciennes dans le quartier avec des cachettes du même genre. Dans 3 d'entre elles, il y avait carrément des preuves qu'une personne y avait récemment vécu, avec le même genre d'aménagement que chez nous. La mairie était déjà en train de rédiger de nouvelles règles pour forcer les propriétaires à inspecter les recoins cachés à chaque changement de locataire. Selon le détective, notre histoire permettait d'éviter à d'autres de subir ce que nous avions traversé. J'ai passé le week-end suivant à tout raconter sur un site de défense des locataires, sur les conseils de Cyrus. J'y ai relaté l'histoire dans son intégralité, les bizarreries de Parker, la découverte de cet intrus dans les murs et la difficulté de composer avec un petit ami persuadé que me mentir, c'était me protéger. À peine 2 jours après la publication, ma boîte mail débordait de témoignages de gens ayant vécu des situations analogues. Certains avaient eu des partenaires qui leur avaient caché des choses essentielles, d'autres avaient découvert que des inconnus s'étaient installés chez eux à leur insu, et beaucoup avaient eu affaire à des propriétaires qui fermaient les yeux sur les questions de sécurité. Une femme m'a confié que son ex avait fait exactement comme Parker, a enquêté frénétiquement sur son appartement et a tenté de la pousser à déménager sans un mot d'explication. 1 semaine plus tard, Maxwell m'a téléphoné pour m'annoncer que la ville l'avait recruté comme inspecteur spécialisé pour contrôler ses vieilles bâtisses. Il parcourait désormais les quartiers remplis de maisons d'avant-guerre, à la recherche de modifications ayant créé des caches. Il m'a remercié d'avoir mis la lumière sur ce problème, qui avait donné un tournant radical à sa carrière, au point qu'il formait à présent d'autres inspecteurs à repérer ce type de zones cachées ou de travaux non déclarés. Les séances de Parker devenaient de plus en plus intenses à mesure que son thérapeute remontait à la racine de sa réaction disproportionnée face à la découverte de l'espace vide. Lors d'une de nos séances communes, Parker a enfin évoqué le jour où, à 7 ans, un cambrioleur s'était introduit chez eux alors que toute la famille dormait. Il s'était caché des heures dans son placard, tétanisé, incapable même d'aller vérifier si ses parents allèrent bien. Son thérapeute nous a expliqué que tomber sur des traces d'intrusion dans mes murs avait ravivé toutes ses peurs d'enfant, au point de le pousser à tout pour m'éloigner du danger, quitte à mentir et à perdre le contrôle. Parker apprenait peu à peu à faire la part entre ses vieux traumatismes et la réalité du présent, mais c'était un processus long, qui prendrait sans doute des mois, voire des années. 4 mois après la découverte de l'intrus, le procureur m'a appelé pour m'annoncer la clôture du dossier. Le coupable avait accepté de plaider coupable pour plusieurs effractions et cambriolages dans toutes les maisons où on l'avait retrouvé, écopant de 3 ans de prison suivie d'une période de probation. Savoir qu'il était incarcéré a rassuré tout le monde, et surtout Anna, qui faisait des cauchemars à l'idée qu'un inconnu ait pu l'observer pendant son sommeil. Elle aussi avait entamé une thérapie pour essayer de surmonter ce sentiment d'avoir été violée dans son intimité. La semaine suivante, Anna et moi avons décidé d'organiser une fête dans notre nouvel appartement, histoire de célébrer ce sentiment de sécurité enfin retrouvé. On avait invité tous ceux qui nous avaient soutenus, y compris Maxwell et Helen, qui étaient devenus de véritables amis. Même Parker est venu faire un tour, mais il n'est pas resté longtemps, suivant les conseils de son thérapeute, qui lui avait demandé de respecter mon espace et de ne pas tenter de reprendre sa place trop vite. Anna a plaisanté qu'il fallait peut-être inspecter les murs avant de lancer la soirée, ce qui a fait rire tout le monde, même si, au fond, ce n'était pas si drôle. On avait développé une sorte d'humour noir pour supporter l'épreuve qu'on venait de traverser. Hélène est arrivée avec des papiers confirmant que notre ancien logement avait été entièrement vidé et rénové après notre départ. Le propriétaire avait corrigé toutes les infractions et scellé définitivement l'espace avant de relouer. Une jeune famille y avait emménagé le mois précédent, avertie de toute l'histoire, et avait fait installer caméras et alarmes partout. Selon Hélène, ils étaient ravis et n'avaient signalé aucun souci. Ils avaient même envoyé une lettre de remerciement à la mairie pour avoir vérifié la sécurité de la maison avant leur emménagement. De mon côté, avec Parker, on tentait de reconstruire quelque chose, à petits pas, même si nous ne vivions plus ensemble et que ça ne risquait pas d'arriver de sitôt. On avait établi de nouvelles règles. Il devait maintenant me parler de ses inquiétudes dans les 24 heures, et moi, je m'engageais à l'écouter vraiment, au lieu de balayer ses peurs d'un revers de main. Il n'avait plus le droit d'enquêter sur ma vie ou de prendre des décisions à ma place, tandis que je n'avais plus celui d'ignorer les signaux d'alerte sous prétexte que tout finirait toujours par s'arranger. On s'accordait désormais de vrais rendez-vous où l'on parlait de tout et de rien, au lieu de ressasser sans cesse le traumatisme qui nous avait rapprochés, mais avait bien failli tout détruire. Siobhan m'a recontacté après avoir vu mon post en ligne,
en proposant qu'on engage une action contre la société de gestion qui possédait plusieurs immeubles dans lesquels ces espaces vides avaient été découverts. Elle avait conservé toutes les preuves des plaintes qu'elle avait déposées 5 ans plus tôt et qui étaient de rester lettres mortes, et elle avait réussi à retrouver 3 autres anciens locataires disposant de documents similaires. Hélène a accepté de partager les dossiers officiels de la ville, prouvant que la société avait été informée des problèmes de structure, sans jamais avoir entrepris la moindre enquête sérieuse. Nous avons rencontré un avocat qui nous a tout de suite dit que notre dossier pour négligence était solide. La société avait ignoré de nombreux signalements qui auraient pu empêcher que des gens se retrouvent à vivre dissimulés dans les murs de leurs immeubles. 6 mois après avoir déposé la plainte, je déballais mes cartons dans mon nouvel appartement, quand je me suis rendu compte que je n'avais même pas vérifié les serrures depuis plus d'1 semaine. L'appartement qu'Anna et moi partagions désormais avait des murs bien normaux, sans cachette, et Maxwell avait inspecté chaque recoin avant qu'on signe le bail. J'avais repris la course à pied le matin, ce qui était inenvisageable avant, à l'époque où j'étais sans cesse inquiète à l'idée de devoir rentrer vérifier que tout allait bien. Ma psy me répétait que les cauchemars étaient normaux et finiraient par passer. Mais au moins, je dormais quasiment toutes les nuits, sans me réveiller, pour inspecter les placards ou les coins sombres. Parker a terminé son programme de thérapie le mois dernier, et une équipe de documentaires l'a contacté pour utiliser ses recherches dans une enquête sur les squatteurs cachés à travers le pays. Il leur a remis tout ce qu'il avait collecté au fil des ans, ses dossiers et ses notes sur ses maisons aux plans étranges ou aux registres incomplets. La productrice a expliqué que son travail leur avait permis d'identifier 12 nouveaux cas qu'ils n'auraient jamais repérés sans lui. Anna a débarqué dans l'appartement, sautant de joie, son téléphone à la main, pour me montrer la bague que sa copine lui avait offerte le matin même. Elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur et a plaisanté. Se faire harceler par quelqu'un planqué dans nos murs, c'était vraiment la pire façon de devenir meilleurs amis. Mais au moins, on l'a fait. On a passé l'après-midi à regarder des robes de demoiselles d'honneur sur Internet pendant qu'elle me racontait la demande en mariage dans leur café préféré. L'avocat a appelé pour m'annoncer la proposition d'accord à l'amiable et le montant m'a littéralement fait tomber sur le canapé. Après les frais, je pouvais rembourser tout mon prêt étudiant et il me restait même assez pour commencer une épargne. Une première pour moi. J'ai reçu le chèque 2 semaines plus tard et je l'ai déposé aussitôt, savourant le moment où mon solde de prêt tombait à 0 sur l'appli de la banque. Parker et moi recommencions à parler d'emménager ensemble. Mais cette fois, on visitait les appartements à 2, avec Maxwell pour vérifier la solidité des lieux. On en a visité 7 en 2 week-ends, Parker posant 1000 questions sur la sécurité, Maxwell mesurant les murs pour s'assurer qu'ils correspondaient de bien aux plans. On a fini par trouver un appartement au 3e étage d'un immeuble récent, avec badge d'accès et caméra partout dans les parties communes. Le gestionnaire nous a pris pour des paranoïaques quand on a demandé à consulter les plans d'origine, mais après le feu vert de Maxwell, on a signé sans hésiter. L'ancien quartier avait changé lui aussi. Le programme de surveillance de voisinage, lancé après notre histoire, exigeait maintenant une formation spéciale pour apprendre à repérer les signes d'occupation frauduleuse. Ils organisèrent des réunions mensuelles où les habitants apprenaient à détecter des indices comme une usure anormale des serrures, une consommation d'électricité inexplicable ou des provisions qui disparaissent. La femme qui a racheté notre ancienne maison après les travaux m'a écrit via le groupe du quartier pour dire qu'ils adoraient y vivre et se sentaient parfaitement en sécurité grâce à toutes les améliorations. J'ai reçu ma lettre d'admission en master d'urbanisme pendant que Parker et moi montions des meubles dans notre nouvel appartement. Hélène m'avait rédigé une lettre de recommandation expliquant comment toute cette affaire avait montré l'importance des inspections et du respect des normes de construction. Lors de l'entretien, le responsable du master m'a confié qu'il recherchait justement des candidats capables de comprendre à quel point les règles d'urbanisme peuvent avoir un impact concret sur la vie des gens. Les cours commenceraient à l'automne et je pourrais garder mon job à temps partiel en parallèle. Parker avait gardé la bague dans sa poche pendant 3 semaines avant de me demander à nouveau, cette fois lors d'un dîner à la maison, sans pression, sans condition. Il m'a dit qu'il comprendrait si j'avais besoin de temps après tout ce qu'on avait traversé, mais qu'il voulait qu'on construise quelque chose de vrai, sans secret. J'ai dit oui tout de suite, parce qu'on avait déjà survécu à l'impensable et qu'on en était sorti plus fort. On prévoit un petit mariage pour le printemps prochain, avec Anna comme demoiselle d'honneur et Maxwell, autoproclamé consultant sécurité pour la salle, ce qui nous fait bien rire mais nous rassure aussi. Parmi les invités, il y aura Hélène et tous ceux qui nous ont aidés à surmonter cette épreuve, même si, après toutes les histoires de moisissures, on a décidé de ne pas inviter la mère de Parker. Parfois, il m'arrive de passer devant l'ancienne maison juste pour la voir, normale, avec des vélos d'enfants dans le jardin et des fleurs aux fenêtres. Le vide a été scellé une bonne fois pour toutes, et la nouvelle famille qui y habite n'imagine même pas qu'une personne a pu vivre des mois, voire des années, derrière leur mur du salon. Parker ne m'accompagne pas lors de ces petits détours, mais il ne m'en empêche pas non plus, ce qui est déjà une belle avancée. On se marie dans 4 mois et, pour la première fois, je me sens vraiment prête. Pas parce que tout est parfait, mais parce qu'on a appris à se dire la vérité, même quand elle paraît complètement folle. Voilà, vous savez tout. Si ne serait-ce qu'un détail vous a donné à réfléchir, alors ça valait la peine de raconter cette histoire. Abonnez-vous, il y aura toujours un conseil pour la prochaine fois.